Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, mais juste pour cette petite introduction, aujourd'hui on diffuse la séance du 8 février dernier des Mercredis des Révolutions. Les Mercredis des Révolutions, c'est l'université populaire de la Société d'Histoire de 1848 et du 19e siècle, organisée un mercredi par mois, à la mairie du 18e à Paris, en partenariat avec le magazine Politis, avec Mediapart et avec Parole d'Histoire. La discussion diffusée aujourd'hui réunit l'historien Paul Manœuvrier-Hervieux et le géographe Gilles Fumet autour des questions d'alimentation et de révolution. Une séance animée par Ophélie Siméon. Retrouvez tout le programme de cette université populaire sur le site parolehistoire.fr avec les autres émissions. Merci et très bonne écoute. Notre discussion va s'orienter autour de 4 séries de questions. Ma première série de questions, hier comme aujourd'hui, comment la faim permet-elle de mobiliser les foules lors des moments révolutionnaires et des grandes crises politiques ? En d'autres termes, d'où vient cette capacité à fédérer à ce point l'activisme politique lorsqu'il s'agit de questions alimentaires ? Voilà, bonjour à tous, merci de votre invitation. Donc voilà, on entre dans le vif du sujet et effectivement la question c'est, bon, il y a déjà évidemment une réponse évidente qui est tout simplement que la faim, ça provoque la panique, ou en tout cas la perspective de la faim, ça provoque la panique. Et donc, on a une anticipation des populations, dans la mesure où il faut savoir que dans l'histoire de l'alimentation, la très longue histoire, il est très important de savoir que les choix qui ont été faits en matière alimentaire, qui ont été d'avoir développé des céréales au moment de ce qu'on a appelé la révolution néolithique, c'était important dans la mesure où auparavant les régimes alimentaires étaient carnés et frugivores, voilà, et que les céréales ont permis d'imaginer une vie sociale sans avoir constamment le souci de se nourrir, dans la mesure où les céréales sont des végétaux qui se stockent, qui sont facilement disponibles et qui accessoirement peuvent s'échanger. Ça, c'est un point important. Donc les humains, depuis le néolithique, ont mis en place un système alimentaire qui leur permettait de voir venir le lendemain. Voilà. Et quand ce système-là se rompt, notamment parce que les céréales, les moissons sont mauvaises, ben là, il y a le sentiment d'un échec. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est intéressant de voir dans l'histoire de l'alimentation que l'arrivée des tubercules, et notamment des pommes de terre, en Europe, des tubercules qui ont été acceptés 2 siècles après leur arrivée en Europe, donc à peu près au moment de la Révolution, ont contribué largement à sortir l'Europe de la famine jusque vers 1848. Après, il y a eu cette famine dont on parlera peut-être. Et donc, à ce titre, céréales d'un côté et tubercules de l'autre, on a en quelque sorte les outils qui permettent de passer ces moments difficiles. Je précise également qu'aujourd'hui, actuellement encore, dans les pays où il y a de la famine, je pense par exemple au Bangladesh, on espère sauver ces populations-là de la famine en développant la pomme de terre. Donc c'est bien quelque chose qui est important. Voilà. Après, donc, d'autres questions sur les politiques mondiales, ça on en parlera après. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais peut-être plus aborder l'aspect politique et historique, et je pense que je vais aujourd'hui me concentrer sur 3 révolutions, parce que question faim et révolution, donc celle de 1789, celle de 1830 et celle de 1848, puisque c'est à partir de ces 3 révolutions qu'est née un peu cette relation duale entre faim et révolution. La faim comme étant à l'origine des mouvements révolutionnaires. Et là, je vais peut-être me mettre un peu en porte-à-faux, dans le sens où je pense qu'il faut rappeler quelque chose d'important, c'est que quand on a faim, on ne se révolte pas. Puisque
les corps sont bien trop affaiblis pour se révolter. Et comme l'a rappelé Gilles Fumet, c'est bien la perspective de la peur, celle de manquer, qui fait qu'on se révolte. Puisque lors des grandes famines, alors on peut penser à celle de 1693 ou à celle de 1709, par exemple le grand hiver de la fin du règne de Louis XIV, on a assez peu d'émeutes donc de subsistance. On a assez peu de moments où des foules s'assemblent sur les marchés des villes, demandent à ce que le prix des grains soit réduit, ou bien s'attaquent à un chariot qui transporte du grain pour éviter l'exportation à l'étranger, alors à l'étranger en dehors de la commune ou de la ville, ou bien des perquisitions chez les boulangers, chez les laboureurs, enfin voilà. C'est un peu les 4 grands types d'émeutes de subsistance qui vont rester du XVIIIe, XIXe siècle, donc c'est-à-dire l'émeute sur le marché, celles chez les boulangers, qui sont souvent accusés de profiter, de faire des stocks, de vendre le pain plus cher. Ensuite, chez les laboureurs, donc les laboureurs, les paysans, on va directement à la source, j'ai envie de dire, là où il y a des grains. Et ensuite, l'arrestation donc de convois, qui sont les 4 grands types d'émeutes de subsistance. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu ce lien entre émeutes de subsistance, faim et révolution ? Eh bien, c'est un fait nouveau du XVIIIe siècle. Puisque, je vais aussi rappeler une chose, les famines en France ont disparu au XVIIIe siècle. Il n'y a plus de famine, mais, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus personne n'est mort de faim, évidemment, au XVIIIe siècle, mais les grandes famines ont disparu. Et la disparition de ces grandes famines entraîne l'apparition des émeutes de subsistance. L'émeute de subsistance, donc telle que je viens de les décrire sous ces diverses formes, est un fait du XVIIIe siècle. On voit vraiment une augmentation quantitative des émeutes de subsistance tout au long du XVIIIe siècle. Et surtout dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et donc, cette idée de faim et de révolution, pour revenir à ce sujet-là. Pourquoi ? Eh bien, 1789, je ne suppose que je n'apprends rien à personne sur le terrible été de 1788, avec l'orage qui détruit une partie des récoltes, ou même l'attaque chez certains boulangers parisiens, l'envahissement en juillet 1789, la mise à sac du couvent Saint-Lazare. Voilà, donc il y a ce lien. Mais en fait, de plus en plus d'études sur l'analyse de qu'est-ce qui déclenche une révolution ou qu'est-ce qui déclenche un mouvement révolutionnaire tend à remettre un peu en cause le primat accordé à la crise de subsistance. Et pourquoi cela ? Eh bien, l'idée est la suivante. Tout cela vient d'un grand historien, Ernest Labrouste, en partie, qui a mis son modèle. L'objectif, c'était pourquoi est-ce qu'il y a des révolutions ? Et donc, il y a des crises économiques. Et qu'est-ce qui cause les crises économiques ? Eh bien, ce sont les crises agricoles. On est dans une économie encore fortement dominée par l'agriculture, où la plupart de la population travaille dans l'agriculture. Lorsque les prix des céréales augmentent suite à une mauvaise récolte, ça met un rouage, alors c'est pas la bonne expression, mais ça bloque la machine, puisque ça augmente les prix, les budgets des ménages se restreignent, ils ne peuvent plus consommer de produits industriels, donc derrière, crise industrielle, etc. C'est son mécanisme de la crise économique d'Ancien Régime. Le problème, c'est que son mécanisme de crise d'Ancien Régime, il commence de plus en plus à être remis en question. Et donc, notamment, pour diverses raisons. La première, c'est qu'en 1789, la hausse du prix des denrées alimentaires, alors évidemment, le budget se restreint, mais le salaire d'un ouvrier qualifié permet d'acheter son pain quotidien. Et c'est la même chose en 1830 et 1848. Et surtout, au-delà de ça, on se rend compte en fait que la crise agraire, la crise de subsistance, arrive dans un dernier moment. Alors, est-ce que c'est l'élément déclencheur d'une crise ? Non. Est-ce que c'est un élément multiplicateur d'une crise ? Oui. Donc voilà un peu pour situer un peu le début de ce que je voudrais dire sur la révolution et le lien entre faim et révolution, que c'est un lien qui a été fait, qui est très présent dans les études historiques depuis la fin du XIXe siècle. Mais lorsqu'on lit les commentateurs, par exemple, pour 1848, alors personne ne fait le lien entre faim et mouvement révolutionnaire en 1848. Qu'est-ce qui anime les foules en 1848, par exemple ? Pareil, en 1789, pour revenir à ce moment-là,
un des événements, une insurrection emblématique de la Révolution, c'est l'attaque de la manufacture de Réveillon en avril 1789. Là, ce sont les salaires, la cause principale. Idem, en juillet 89, on détruit les barrières d'octroi, donc les douanes à l'entrée de Paris. Est-ce que c'est la faim qui motive les individus ? Je ne sais pas. Et donc, le lien est vraiment à réinterroger entre faim et révolution. Est-ce que c'est ça qui motive les foules qui sont dans Paris ? La question est ouverte et je pense qu'on est là aussi pour en discuter. Oui, je voudrais juste préciser effectivement la raison pour laquelle vous annoncez le XVIIIe siècle comme la fin des grandes famines. Il y a plusieurs choses, mais ce qui est vrai, c'est que le XVIIIe siècle est en France en particulier, à quelques exceptions près, une relative période de prospérité. Voilà, et que donc on a des campagnes qui sont moins sollicitées par la guerre, moins meurtries par la guerre. On a des villes qui commencent à se peupler davantage. On a une mortalité infantile qui commence à reculer. Donc on a un peu plus de monde dans les villes. On a évidemment dans les villes une éducation qui progresse dans certaines sociétés, certaines couches de la société, et qui prennent conscience de leur propre état, qui ne subissent pas la crise économique dont parle mon collègue comme une fatalité, qui commence à l'expliquer. Voilà. Donc il y a un lien avec l'urbanisation et donc une forme de hausse un peu du niveau d'éducation, de prise de conscience à cette époque-là, et qui va culminer avec l'affaire des cahiers de doléances, qui est quand même le fait qu'on réalise que la population peut s'exprimer. Juste justement pour faire le lien avec les cahiers de doléances, quand on étudie les cahiers de doléances écrits par les paroisses, alors en particulier les paroisses rurales, c'est intéressant. En fait, les questions donc liées à l'alimentation, sur le prix des grains, sur l'exportation des prix des blés, ou même sur est-ce qu'il faudrait mettre un prix maximum sur le pain, les grains, etc. En fait, ce sont des doléances assez peu fréquentes dans les cahiers de doléances. Les principales doléances sont évidemment les privilèges, les questions fiscales sur les impôts. Donc, est-ce que c'est vraiment la faim et les subsistances qui sont l'élément déclencheur des révolutions ? Voilà un autre élément de discussion. Et enfin, je terminerai là-dessus. D'autres grandes famines, d'épisodes, alors pas de famine, mais de mauvaises récoltes, il y en a. Tout au long du XVIIIe siècle, on peut penser à 1740, on peut penser à 1768, 1775, ou encore 1816, donc suite à l'année sans été, avec l'éruption du Tambora en Indonésie, qui provoque une récolte catastrophique dans toute l'Europe et des neiges à Boston, aux États-Unis, au mois de juillet. Il n'y a pas de révolution. Et donc c'est aussi tous ces moments, il faut plus que la faim pour qu'il y ait une révolution, entre guillemets. Donc, on le voit, la faim ne joue pas nécessairement un rôle déclencheur dans les révolutions, mais elle peut aider à fédérer certaines revendications économiques plus larges. A contrario, les moments révolutionnaires, les mouvements révolutionnaires offrent-ils l'occasion de repenser les discours et les pratiques alimentaires ? Y a-t-il des exemples au cours de l'histoire d'une volonté de révolutionner le contenu des assiettes, de révolutionner les modèles agricoles ? Alors, tout à fait. Et on peut penser à ça. Ça me fait penser à deux aspects. Je suppose que tout le monde connaît cet épisode un peu emblématique du XVIIIe siècle, qui est la guerre des farines. C'est ce moment où Turgot veut libéraliser totalement le commerce des grains, faire en sorte que l'on puisse commercer d'une région à l'autre, ce qui était auparavant interdit, exporter des grains et faire des transactions hors du marché. Cette libéralisation, elle provoque des révoltes dans tout le bassin parisien qui sont connues, qui sont bien documentées et qui vont lui coûter son poste de contrôleur général, l'équivalent de Premier ministre. Suite à cela, évidemment, donc dans ce mouvement un peu physiocratique vers un libéralisme économique, les gouvernements ont été un peu réticents à l'idée de libéraliser le commerce des grains. Fait emblématique, suite donc
au tout début de la Révolution française, le 29 août 1789, l'Assemblée nationale proclame la libéralisation du commerce des grains. Et donc ça, c'est un peu le premier moment emblématique, assez paradoxal. Le deuxième moment, à mon sens, c'est suite à la marche des femmes sur Versailles, qui est aussi lié à un événement emblématique de la Révolution, où l'on demande en partie une réduction du prix du pain, puisque Paris fait face à une disette. Cette marche des femmes a lieu les 5 et 6 octobre, donc couronnée de succès, le roi rentre à Paris. Et le 21 octobre, un boulanger est assassiné par une foule accusée, alors après son procès à tort, de cacher des pains, de ne pas mettre de cuir assez de pain. Donc ce boulanger est assassiné en place publique, sa tête est promenée au bout d'un pic, il est désigné comme un accapareur. Le 21 octobre 1789, l'Assemblée nationale proclame la loi martiale qui interdit tout attroupement et tout rassemblement dans le royaume. Et alors, pour revenir après cela sur votre question, l'autre moment emblématique, on aura le temps d'en discuter plus longuement, c'est évidemment le maximum. Pendant la Révolution française, pour faire face à l'augmentation des prix du blé, pour faire face à la vie chère liée à la dévaluation des assignats, se met en place la politique du maximum des prix des grains, donc en 2 étapes, qui va d'abord concerner que les grains et ensuite toutes les denrées de la vie quotidienne ainsi que les salaires. Et donc c'est vraiment une révolution à la fois en termes de pensée économique, c'est un événement qui n'avait jamais été appliqué, on est vraiment sur le programme de l'an 2, un programme véritablement révolutionnaire destiné à ce que tout citoyen ait accès à du pain. Puisqu'on peut relire dans certains discours, notamment de Robespierre par exemple, il fait presque, et on en reviendra sur la dernière question, de l'accès à l'alimentation un droit fondamental. Mais ce maximum, en fait, va se retourner contre la Révolution, puisque très rapidement, les marchés vont être désertés, le manque va s'emparer et il va provoquer une désadhésion d'une partie de la population à la Révolution. Et enfin, la dernière chose, révolution dans les assiettes, il y a la pomme de terre que vous avez mentionnée au préalable. C'est vraiment le manque pendant la Révolution qui va faire qu'on va adopter la pomme de terre qu'auparavant on réservait seulement à l'élevage des porcs, qu'on considérait la pomme de terre comme étant un bien qui ne pouvait pas être consommé par les êtres humains. Donc, voilà pour un peu les changements alors pas dans les assiettes, mais les changements un peu comment les révolutions s'emparent de certaines politiques et essayent de changer les questions liées à l'alimentation. Mais c'est vrai que pour la Révolution française, la conséquence de la politique du maximum est davantage celle du manque qui se caractérisera par les émeutes ensuite de 1794 et 1795. Si on prend effectivement le cas d'un produit comme la pomme de terre, mais on pourrait prendre le maïs à un autre moment. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'étudier comment se fait le passage entre la pomme de terre qui est donc réservée aux animaux, parce que c'est un produit qui vient de la culture de la terre, donc au niveau du sol, alors que les aliments valorisés sont pour les aristocrates ceux qui volent très haut. C'est pour ça que évidemment les oiseaux rares sont ceux qui sont sur les grandes tables, et plus on descend, plus les produits sont déclassés. Il y a des événements qui vont provoquer cet intérêt pour la pomme de terre. Ce sont des famines en Allemagne. Voilà. Et notamment la difficulté à nourrir l'armée allemande, qui va pousser des militaires à forcer en quelque sorte les soldats à manger des pommes de terre. Mais en amont encore, on a des sociétés protestantes, des anabaptistes, notamment par exemple ceux qui sont dans le comté de Montbéliard, qui dépendent du duché de Wurtemberg, où là on a des anabaptistes qui cultivent des pommes de terre depuis le XVIIe siècle. Voilà. Parce que ce sont des gens éduqués. Les protestants sont des gens qui éduquent les garçons et les filles.
Et donc ces micro-sociétés paysannes sont des sociétés très éduquées, dans lesquelles on transmet l'agronomie qui existait déjà à cette époque-là, voilà, et qui va faire que, eh bien, on va savoir trier des types de pommes de terre et puis évidemment les porter à table. Voilà. Mais ça s'est fait de manière très très locale et ça a été valorisé par la suite. Et puis Parmentier a rajouté les choses. Mais quand on essaie de comprendre pourquoi Parmentier fait l'éloge de la pomme de terre à l'Académie de Besançon, pourquoi il va là-bas, c'est tout simplement parce que l'endroit où la pomme de terre avait été très étudiée, notamment par ses impacts sur la santé des populations qui en consommaient, c'était Montbéliard. On va passer donc à la troisième série de questions. Donc c'est un sujet qui fait débat notamment parmi les historiens. Je pense par exemple aux relectures récentes et plus anciennes de des grandes famines irlandaises, donc dans les années 1840. À quel point la faim peut-elle être instrumentalisée à des fins politiques, puisque par exemple le débat actuel en ce qui concerne cette famine irlandaise, c'est à quel point elle aurait été non pas instrumentalisée, mais à quel point la situation aurait été laissée évoluer d'elle-même de la part du gouvernement britannique qui se préoccupait assez peu du sort de la paysannerie irlandaise. Donc la question c'est, en contexte révolutionnaire ou en contexte de crise politique profonde, la faim est-elle instrumentalisée à des fins politiques ? Est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire ? Est-ce qu'il y a des exemples à l'heure actuelle ? On va faire dans l'ordre chronologique. Alors, je commencerai par dire que pour tous les gouvernements, la question de la faim, en tout cas des subsistances, est centrale et a toujours été au cœur des préoccupations de tous les gouvernements. Donc, toutes les politiques menées par les gouvernements instrumentalisent... Alors, ce qu'on entend par instrumentaliser, mais ont à cœur de mener une politique des subsistances efficace, puisqu'ils savent que leur politique vis-à-vis des subsistances tient en fait leur capacité à rester au pouvoir. Alors, en 1789, la faim, on la retrouve notamment beaucoup dans les discours des enragés et des sans-culottes, puisqu'évidemment, ils vont utiliser le discours de la faim, et en particulier le fait de dénoncer les accapareurs, ceux qui ne voudraient pas mettre des grains en circulation, et comme étant des ennemis de la Révolution. Donc on va avoir ce discours-là des accapareurs, ce sont les ennemis de la Révolution, et donc il faut les chasser, il faut les dénoncer, il faut dénoncer le laboureur qui a des grains dans sa grange et qu'il ne va pas vendre sur le marché. Donc voilà pour cet aspect-là, ce qui va instaurer pendant la décennie 1792, un moment où la France entre en guerre, puisqu'on est aussi dans un contexte de guerre, on est dans un contexte révolutionnaire et en plus dans le cadre d'une économie de guerre. Donc il faut des vivres pour nourrir les troupes et en plus des vivres pour les populations. Sachant que dans les campagnes, avec la conscription, puis la conscription de masse, on manque de bras aussi pour cultiver certaines terres. Et donc va s'instaurer un peu un climat général de suspicion sur qui détient des grains et qui peut être dénoncé. Et évidemment, on va aussi utiliser les dénonciations comme un outil de lutte politique vis-à-vis de certains ennemis lorsqu'il y a des conflits politiques au sein d'une municipalité, par exemple, ou au sein d'un village, pour évidemment avoir le contrôle et le pouvoir, ou se venger un peu de certains de ses voisins qu'on aimait moins. Donc, il y a cet aspect-là, et tu avais parlé dans l'introduction de cet article sur le journal d'un paysan du Pays de Caux pendant la Révolution française, et en fait il décrit très bien cette dynamique-là, où chacun devient un peu suspicieux pendant la Révolution, lié à cette question des grains, le climat qui s'installe dans les campagnes, lié à la nourriture de la population, à l'approvisionnement des marchés. Et au point où dans les grandes plaines à blé, on va devoir envoyer l'armée chez les paysans pour assurer l'approvisionnement des marchés. Donc, il y a ce premier aspect, je pense, qui est vraiment... Il y a
la faim est utilisée dans le cadre de conflits politiques, etc. Elle est aussi instrumentalisée par les municipalités elles-mêmes, puisque lorsqu'il y a des tensions sur l'approvisionnement des marchés, on va voir les municipalités des diverses villes, alors plus en province que Paris, se faire la guerre pour dire que tel espace et tel paysan, telle région, eh bien, c'est ma zone d'approvisionnement. Et donc on voit des conflits entre des municipalités sur les zones d'approvisionnement. Où est-ce qu'on peut s'approvisionner et où est-ce qu'on ne peut pas s'approvisionner. Donc ça révèle vraiment un peu des conflits. Et la faim, lors de ces moments-là, en fait, est révélateur de conflits entre groupes et communautés. Et c'est ça que je trouve aussi assez terrifiant par moments. Et dernièrement, pour terminer là-dessus, on peut rappeler aussi la question de l'assistance. La charité, dans les moments de crise, dans les moments où le pain manque, qui prend en charge la subsistance vis-à-vis de ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter. Et là, on est face à un grand vide. Alors, je parle de 1789, on n'est pas face à un grand vide législatif, ni en termes théoriques. Tout cela est pensé. L'assistance est vraiment totalement repensée de A à Z, puisqu'auparavant, l'assistance était prise en charge par l'Église, par l'institution catholique. Évidemment, la Révolution s'empare de ce sujet-là, le pense, légifère, mais le problème, c'est dans la pratique, c'est évidemment un peu le nerf de la guerre dans le cadre des subsistances, c'est l'argent. Et en fait, l'argent manque, et puisque tous les réseaux d'assistance et de charité sont quelque peu mis à mal, notamment suite à la déchristianisation, etc. Pour donner un exemple, par exemple, à Rouen, une grande partie des revenus de l'hôpital de Rouen provenait de ce qu'on appelle le droit sur le pied fourché. C'est chaque bœuf qui entre dans la ville de Rouen, on payait une petite somme, et l'intégralité des revenus de cette taxe sur chaque bœuf qui rentre dans la ville de Rouen servait au financement de l'hôpital de Rouen. Mais en supprimant les taxes à l'entrée de la ville, on supprime les revenus des hôpitaux, qu'on n'arrive pas à compenser, et on le voit dans les comptabilités des hôpitaux, des comptabilités qui chutent, et donc on a vraiment cette problématique-là. Donc elle est au centre, vraiment au centre des débats. Et enfin, je terminerai sur la faim instrumentalisée lors des conflits. La faim est une arme de guerre, mais je pense que vous en parlerez bien mieux que moi, puisque, alors que ce soit avant les révolutions, lors des états de siège, lorsqu'on met le siège, on assiège une ville, eh bien la faim est une arme redoutable. Voilà, donc pour ces différents aspects un peu historiques. Mais c'est vrai que la faim a vraiment et très souvent été instrumentalisée, ou plus qu'instrumentalisée, vraiment au cœur des débats et le lieu d'affrontement entre diverses factions politiques. Oui, effectivement, on peut multiplier les exemples, hein, l'Italie mussolinienne, le Brésil, mais avant, je voudrais juste rappeler par une anecdote combien il est important d'avoir en tête quels sont les politiques qui sont intéressés par cette question de la faim. Il y a quelques années, j'étais invité à l'Assemblée nationale à parler de l'agriculture, enfin de l'avenir de l'agriculture, vous voyez, et avec une commission qui avait été dédiée sur cette question-là, et en particulier les cantines scolaires. Enfin bon, il y avait 39 députés et 39 femmes. J'ai dit, mais où sont les hommes ? Mais ils sont à la buvette, les histoires d'alimentation, ça ne les intéresse pas. Donc c'est très important cet élément parce que il permet de comprendre que effectivement les questions alimentaires, ça dépend du contexte dans lequel on est placé. Hein. Je pense à l'affaire du lait offert aux enfants dans les années 50 dans les écoles, hein, par Mendes France, qui était parlementaire d'une Normandie en surproduction de lait. Voilà, mais c'est vrai que s'il n'avait pas eu, s'il n'avait pas été député dans cette région-là, il n'y aura pas eu ce verre de lait dans les campagnes. Donc c'est très important. Alors après, sur des exemples, moi je pensais à l'Italie mussolinienne avec la bataille du blé. Hein. C'est quand même une instrumentalisation politique. Il y a eu tout ce que l'URSS a tenté de faire, y compris avec Khrouchtchev dans les campagnes américaines qu'il allait visiter pour essayer de dupliquer le modèle américain.
Donc on a tout ça. Et puis le Brésil, la question de la déforestation au Brésil montre bien que selon le bord politique, si vous voulez, on envisage la question de l'alimentation de cette population dont je rappelle que plus de 70% sont des pauvres, qui ne mangent pas correctement à leur faim. Eh bien, se passe soit par l'industrialisation de la production et de la déforestation, ou au contraire, les réformes agraires et dotations aux paysans de terres pour cultiver. Je crois que c'est assez... Alors, on pourrait aller jusqu'à la découverte du locavorisme, l'alimentation locale. C'est quand même quelque chose qui est né d'une crise qui n'a pas provoqué la faim, mais qui a agité chez les mères japonaises en 1959, à la suite d'une intoxication des eaux littorales par une usine de mercure qui se déversait dans l'océan. Les femmes se disent qu'elles nourrissent des enfants avec des poissons qui est contaminé. Et donc elles vont créer des circuits courts qui vont leur permettre de mieux connaître l'origine de ce qu'elles offrent à leurs enfants. Et c'est avec ce modèle, donc, est passé aux États-Unis et puis ensuite arrivé en France en l'an 2001. Voilà, où finalement, on s'aperçoit que peut-être pas la faim, mais la peur de la faim, ou en tout cas la peur de l'alimentation contaminée, peut aboutir en quelque sorte à des prises de conscience. Je citerai aussi le livre assez particulier du philosophe Olivier Assouline, qui s'appelle L'organisation criminelle de la faim. Alors, l'organisation criminelle de la faim, c'est intéressant parce que c'est pas la faim dont on parle, mais c'est intéressant de voir comment il voit, lui, à partir de la fabrique de la faim dans les camps de concentration en Allemagne pendant l'époque nazie. Donc, on affaiblit les gens avant de les gazer, pour qu'ils ne se rendent pas compte, en quelque sorte, de ce qui va leur arriver. Assouli donc montre comment cette pratique qui consiste à affamer des populations à cette époque-là a été reprise par les industriels aujourd'hui, il va très loin, qui fabriquent des aliments dont l'objectif est, au fur et à mesure que vous les mangez, d'avoir faim. Puisque vous savez très bien qu'en consommant du gras, du sucre et du sel, eh bien, vous avez de l'hypoglycémie, vous êtes constamment insatisfait, et c'est comme ça que des gens qui ne mangent que de l'alimentation industrielle, sont conduits à l'obésité, au surpoids et aux maladies. Donc, vous voyez, c'est un raisonnement qui est assez fort, évidemment très contesté par l'industrie agroalimentaire, mais qui a sa logique et qui permet de montrer, vous voyez, jusqu'où on peut instrumentaliser le désir de manger avec des produits qui le provoquent. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose, ou en tout cas compléter, sur l'aspect, comme on est dans la mairie, en plus dans une belle mairie du 18e arrondissement, sur un événement emblématique. Alors je vais retourner à la Révolution française, mais où la faim en fait a joué un rôle vraiment aussi important. C'est le moment des révolutions municipales. Donc après juillet 1789, en France, un peu partout, on a ce mouvement de ce qu'on appelle des révolutions municipales, où juillet-août, pouvoir municipal. Pourquoi elles s'emparent du pouvoir municipal ? C'est en grande partie parce que suite à l'échec des institutions donc monarchiques, alors on peut penser aux intendants, aux échevins, enfin toutes les institutions de la royauté qui ont été incapables de gérer cette question des subsistances depuis le printemps, qui ont été incapables de faire face, donc de limiter les émeutes de ville, de limiter un peu, mais vraiment de répondre à cette question des subsistances. Et donc on voit de nouvelles assemblées qui se créent, et parmi les premières tâches qu'elles s'assignent, ces nouvelles assemblées créées, nouvelles municipalités créées, ce sont la création de comités pour les subsistances. Donc on voit bien encore une fois ce moment emblématique des révolutions municipales. Alors là, ce n'est pas la faim qui est instrumentalisée, mais c'est pour vraiment montrer à quel point la question de l'approvisionnement alimentaire, des subsistances, est au cœur à la fois de la faillite des institutions de la monarchie en 1789
et comment elle est aussi au cœur des préoccupations de ces nouvelles institutions qui se créent, que sont évidemment ces nouvelles municipalités qui se créent un peu partout dans les villes. Et ça, on le voit bien. En plus de ça, avec évidemment cette peur des brigands qui rôderaient, alors évidemment peur imaginaire, hein, mais donc on a ce moment-là où les subsistances sont encore au cœur, avec pour objectif évidemment de faire redescendre le prix des grains sur les marchés. Merci. Et la quatrième série de questions dresse encore une fois des ponts entre passé et présent. La FAO reconnaît aujourd'hui l'accès à l'alimentation comme un droit humain fondamental. Et donc j'ai 2 questions à vous poser en lien avec cette reconnaissance. Tout d'abord, les révolutions, qu'elles soient passées ou présentes, ont-elles contribué à faire de cette question un véritable enjeu démocratique? Et deuxièmement, quelles menaces pèsent aujourd'hui sur ce droit à l'alimentation dans le contexte de la crise écologique et des bouleversements géopolitiques qu'elle sous-tend? Alors, l'idée de droit fondamental pour le période Moyen-Âge ou l'Ancien Régime est un peu anachronique, mais il y a depuis le Moyen-Âge tout de même un aspect important, c'est la relation du roi nourricier. Et donc c'est le lien qui unit le roi à son sujet, il doit nourrir ses sujets, il doit pourvoir à l'alimentation de son peuple. On a aussi l'importance évidemment de la charité, des institutions, du rôle de l'Église catholique pour pourvoir à l'alimentation de tout le monde. Donc ça, c'est vraiment une vieille relation qui existe depuis le Moyen-Âge qui incombe au roi. Après, pour l'inscription un peu dans l'ancêtre de la FAO, je pense que le vrai moment, c'est celui de la Révolution française. Et on a un superbe passage qui est écrit par Robespierre, évidemment, qui est un plaidoyer tout simplement pour un droit à l'existence et à la nécessité d'accorder des biens de première nécessité à tous. Et donc, je pense que j'avais pris cette citation que je trouve vraiment très belle, qui est le négociant peut bien garder dans ses magasins les marchandises que le luxe et la vanité convoitent jusqu'à ce qu'il trouve le moment de les vendre au plus haut prix possible. Mais nul homme n'a le droit d'entasser des morceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim. La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister. Toutes les autres sont subordonnées à celle-là. La propriété n'a été instituée ou garantie que pour la cimenter. C'est pour vivre d'abord que l'on a des propriétés. Il n'est pas vrai que la propriété puisse jamais être en opposition avec la subsistance des hommes. Donc on a vraiment ce moment où on voit qu'au-delà de toutes les autres lois, même si la Révolution française institue la propriété comme fondement de la Révolution française, Robespierre place encore au-dessus la question de la subsistance de tous et que chacun a le droit à une subsistance. Alors évidemment, il y a le discours et la réalité, mais on voit vraiment le moment fondateur, en tout cas législatif, peut-être plus, puisque ce pacte existe depuis longtemps et certains anthropologues ont même vu qu'au sein de certains groupes, le droit à la subsistance de tous au sein du groupe est un fait emblématique et social, marque majeure dans certains groupes notamment. Et là, je renvoie aux superbes travaux de James Scott, qui a écrit un superbe ouvrage sur cet aspect de la subsistance au sein des groupes sociaux. Alors là, sur la question du droit, il y a un juriste nantais qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle François Collard du Tilleul, qui a travaillé sur la question de démocratie alimentaire. Et donc je vais vous citer juste simplement ces travaux, puisque ce sont ces travaux-là qui répondent à la question que vous avez posée, qui est celle de savoir en quelque sorte comment le droit instrumentalise en quelque sorte des réponses à ces questions que nous avons évoquées. Il cite en gros donc en 1943 la charte de la Havane, qui avait été rédigé donc dans ce qui n'était pas encore l'ONU, mais qui était déjà un projet américain, qui consistait à dire après la guerre, on va essayer de développer notre modèle alimentaire agro-industriel et faire en sorte que là où on a faim, on va pouvoir se nourrir correctement. Voilà. Et cette charte, elle n'a jamais été appliquée.
n'a jamais été signé, alors même qu'il y avait à l'intérieur de la charte quelque chose qui consistait à dire que l'alimentation était un bien tellement important que, comme Robespierre le disait il y a un instant, qu'il fallait sortir l'alimentation du marché. Voilà. Et qu'il fallait en quelque sorte mettre en place un droit à l'alimentation qui fait progressivement son chemin, puisque sans reprendre totalement l'idée des comités de subsistance qu'a évoqué mon collègue, au fond c'est la même chose, c'est-à-dire la prise en compte par les populations elles-mêmes des outils, en quelque sorte, pour pouvoir se nourrir correctement. Et donc, on a vu donc toutes sortes de politiques émerger. Récemment, les plans alimentaires territoriaux, qui ont fait qu'à la suite de cette prise de conscience que les villes étaient trop dépendantes des marchés au long cours, marchés lointains. Par exemple, j'ai un étudiant qui a travaillé à Toulouse sur la résilience de la ville en cas de tempête de neige et comment dirais-je, d'approvisionnement de la ville alimentaire au-delà de 3 jours. Au-delà de 3 jours, vous avez la moitié de la population à Toulouse qui n'a plus rien pour manger. Et donc, il y a eu cette prise de conscience-là, et on a vu donc se développer des politiques locales, l'alimentation locale, et donc tout ce qui a été approuvé par les collectivités territoriales. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est en train de prendre cours. Et donc ce que disait Collard-Dutilleul dans son livre sur la démocratie alimentaire, c'est intéressant parce que c'est un travail de recherche qui a été financé par l'Union européenne et dont les conclusions ont été refusées, précisément parce qu'il allait à l'encontre des politiques libérales de l'agroalimentaire. C'est de dire dans chaque institution locale, que ce soit communale, départementale, ou dans chaque institution locale, il doit y avoir un parlement alimentaire. Nous devons pouvoir décider de ce que nous allons, des outils dont nous pourrons disposer pour nous nourrir. Et par exemple, si un grand distributeur veut installer un hypermarché quelque part, ben c'est la population qui doit décider. Vous voyez, si M. Sarkozy autorise les petites surfaces dans Paris à s'agrandir pour pouvoir accueillir les grands distributeurs français qui sont aux portes de Paris, mais qui n'ont pas le droit d'entrer dans la capitale, en multipliant la surface autorisée, autrement dit, donc en permettant en quelque sorte à la grande distribution d'entrer dans Paris, mais ça c'est une décision qui aurait pu être prise par Paris, par la ville de Paris, et pas par la législation nationale. Donc vous voyez que oui, on a quand même des éléments qui permettent dans la configuration actuelle, parce que l'histoire dont on parle, évidemment, elle sert à comprendre ce qui nous arrive et peut-être à imaginer quels sont les outils qu'on a pour régler les questions qui se posent. Eh bien, il me semble qu'on a quand même des outils aujourd'hui pour fabriquer, au fond, des garde-fous à ce qui nous paraît peut-être être des dérives dangereuses, hein, parce que quand même, quand on fait l'histoire de la grande famine irlandaise en 1848, personne en Irlande n'imaginait que cette pomme de terre qui enfin avait résolu la faim allait causer 1 million de morts en Europe. Hein, pourquoi ? Parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits de monoculture, hein, et puis il y avait des contrats avec l'Angleterre qui étaient extrêmement discriminants, qui faisaient que, eh bien, on nourrissait les Anglais avant de nourrir les Irlandais. Hein, l'armée était là dans les champs pour récupérer les pommes de terre et les approvisionner, et les conduire dans les ports qui ensuite approvisionnaient les villes anglaises. Hein, donc vous aviez des contrats extrêmement léonins comme ça qui ont conduit à cette faillite.
Et quand on analyse les fragilités de notre modèle agroalimentaire, j'ai pu vous dire qu'il y a des secteurs sur lesquels on pourrait être en difficulté comme on l'a été en 1848. Voilà, mais après, ça, c'est des questions scientifiques, d'une part, et politiques, d'autre part, qu'on ne peut pas résoudre aussi simplement que dans une soirée comme celle-ci. Juste pour rajouter, en plus, pour compléter sur cette question des garde-fous, eh bien, au XVIIIe, XIXe siècle, l'un des garde-fous face, on va dire, que ce soit spécialisation agraire qui débute au XVIIIe siècle, mais aussi, on va dire, face au marché des grains, le principal garde-fou, ce ne sont pas des parlements ou des créations parlementaires, mais ce sont les émeutes. Et ce sont les émeutes, en fait, qui vont constituer le garde-fou. Puisque les émeutes, donc comme je l'ai dit en introduction, on ne se révolte pas quand on meurt de faim, on se révolte par peur du manque. Et souvent, c'est pour ça que les émeutes éclatent au moment de la soudure. Donc, entre mars et avril, quand on commence à connaître un peu l'état des stocks jusqu'à la prochaine récolte. Et donc, à ce moment-là, on a une idée, tout le monde connaît, et surtout dans les campagnes, tout le monde connaît comment était la récolte précédente, puisqu'on y a participé dans la plupart des cas. Donc, on sait si la récolte était très bonne, moyenne ou très mauvaise, et donc, on sait qu'on va manquer. Et le manque, ou en tout cas, lorsque la récolte a été mauvaise, se fait ressentir très rapidement sur les marchés. Le prix des grains augmente, et souvent, l'augmentation, elle a lieu dès novembre, décembre, janvier, février. Et donc, les moments où elle atteint le prix des grains atteint son maximum est entre avril et juillet. Et donc, à ce moment-là, il y a plusieurs moyens qui sont les émeutes de subsistance. Et tout ça a été théorisé donc, par un historien anglais qui s'appelle Edward Thompson, qui l'appelle l'économie morale de la foule. Et donc, face à un prix des grains trop élevé, des émeutes vont se mettre en place, alors qui ont pour objectif en fait de constituer une force qui va jouer sur le prix du marché et qui va concurrencer le marché lui-même, puisque en s'assemblant sur un marché, une foule peut imposer par la menace, sans forcément qu'il y ait l'utilisation de la violence, mais par la menace de l'utilisation de la violence, peut imposer la réduction du prix des grains. Donc ça, c'est un premier moyen de jouer sur le marché et le rôle des émeutes de subsistance. Et enfin, on peut aussi réquisitionner, on peut aussi faire vendre de force à un prix qui est taxé, donc ce qu'on appelle la taxation populaire, où là, on décide que le prix des grains, eh bien, il va être inférieur à 10 ou 20%. Ce qu'il devrait être en temps normal, puisqu'on considère qu'au-dessus de ce prix-là, c'est de la spéculation. Et donc, ce que je trouve très intéressant dans cette question de garde-fou, c'est qu'il y a une sorte de... On accepte quand même le fait qu'il y a un marché, on accepte de payer le prix du grain, donc on n'est pas dans ce... On accepte vraiment de payer pour sa nourriture, mais en contrôlant et en le réglementant. Et donc voilà, donc ça va être très présent dans les émeutes en France, en Angleterre. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'on a des pays qui sont complètement épargnés par les émeutes de subsistance. Si on peut penser à l'Espagne, par exemple, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on n'a quasiment pas d'émeutes de subsistance, alors qu'il y a aussi des mauvaises récoltes, etc. Ou même en Italie au XVIIIe siècle, on a d'autres systèmes, voilà, mais la France et l'Angleterre, avec cette spécialisation agraire, en fait, et vraiment libéralisation un peu croissante du marché des grains provoque elle aussi des émeutes et les émeutes qui tentent de réagir sur le marché. Voilà, pour un peu en termes de garde-fou, pour maintenir une alimentation accessible à tous. Et on voit aussi un dernier aspect dans les émeutes, lorsqu'il y a des arrestations par la police, souvent, alors sauf cas majeur, on peut penser à Caen en 1812 par exemple, où Napoléon fait tirer l'armée sur les émeutiers. Il y a encore une stèle dans la ville de Caen en l'hommage aux émeutiers qui se sont fait vraiment massacrer par l'armée et puis après exécutés sous les lois martiales et de l'armée. Mais majoritairement, les peines encourues sont très faibles. Et dans les discours, la rhétorique de ceux qui sont arrêtés est « il faut bien que je nourrisse mes enfants, ma famille, etc. » Et donc, il y a vraiment, tout au long du XVIIIe siècle, les émeutes sont assez peu condamnées
en France en tout cas, le fait de participer à ces émeutes-là. On a un très bel exemple aujourd'hui de réaction de la population en France par rapport à quelque chose qui risque de manquer. C'est les conflits sur l'eau qui sont en train de se développer en Vendée, par exemple. Cette histoire de méga-bassines avec la police qu'on envoie contre les militants, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire donc la possibilité pour les paysans locaux de se voir confrontés. En fait, ces paysans locaux d'agriculture intensive sont confrontés à des populations qui, elles, veulent de l'eau et mettent l'eau en avant l'agriculture intensive. Ça, c'est un bel exemple. Alors, sur la question de l'inégalité, je dirais, à l'échelle mondiale, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que la question de la faim, elle a été résolue à peu près en Asie. Bon, hormis le cas de l'Inde pour des raisons un peu particulières, et qu'en Amérique latine, où la terre était très abondante, elle n'a pas été résolue, au contraire. Je crois que on touche là à des questions d'organisation foncière. C'est-à-dire qu'en Asie, on est dans de la petite paysannerie, avec l'unité de base qu'est la rizière, quelque chose qui n'est pas mécanisable, qui ne peut pas être passé dans de l'agro-industrie, à la différence de l'Amérique latine, qui est une terre essentiellement coloniale, où la propriété est plutôt une propriété foncière de grande taille, où on a la possibilité de mécaniser à outrance, et où on a effectivement une prolongation et même une exacerbation des difficultés à partager, au fond, les fruits de la terre. Bon, je pense que nous avons fait le tour de cette série de 4 questions. Je tiens à remercier à nouveau nos 2 intervenants pour leur participation. Et je vais maintenant ouvrir la parole au public. Donc, toutes les questions sur le sujet faim, révolution, émeute sont les bienvenues. Je vais lancer le bal. Bon, merci beaucoup. C'était tout à fait passionnant. Je ne sais pas si ça a été, je suis arrivée un petit peu en retard, peut-être que ça a été évoqué. Et puis, vous en avez parlé. Donc, c'est la place des femmes dans ces mouvements. Voilà, c'est l'alimentation, c'est le domaine des femmes. Donc, c'est une vaste question, évidemment. Mais on a toujours ce lien, évidemment, entre femmes, mouvements populaires, voilà, et boycott ou autre. Enfin voilà. Bon, voilà. Est-ce que vous pourriez donner quelques pistes de réflexion autour de les deux? Le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Voilà, c'est aussi ça. Voilà. Bon, je vous laisse la parole. Alors, sur les mouvements, on va dire, émeutes de subsistance, il est vrai que les femmes sont souvent mises en avant. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits et réalisés sur la participation féminine des femmes dans les émeutes de subsistance. Après, ça reste... donc, leur participation est avérée. Elles sont présentes le jour du marché, elles sont présentes aussi lorsqu'on arrête un convoi, évidemment, on les voit lorsqu'on a des arrestations. Malheureusement, c'est encore difficile de comparer par rapport aux autres mouvements sociaux. Pour le XVIIIe siècle, en tout cas et le XIXe, pour 2 raisons. La participation des femmes dans d'autres mouvements sociaux est des fois moins documentée. Ou en tout cas, on ne sait pas toujours. Des fois, on a une émeute ou un conflit et c'est seulement indiqué une foule. Alors, on peut supposer que des femmes sont présentes, mais ce n'était pas marqué, par exemple, un groupe de femmes et d'hommes. Donc voilà, on manque d'informations dans les sources, puisque évidemment, les autorités, pour étudier les mouvements d'émeute, etc., on se base sur les archives des autorités qui sont chargées de la répression, en quelque sorte. Et souvent, lorsque on écrit une lettre à son supérieur, à l'intendant, par exemple, on va dire qu'il y a une émeute qui est arrivée dans le bourg, mais on ne va pas s'étendre trop sur les détails. Sauf quand il y a des arrestations, des jugements, et là, on sait qu'elles sont présentes. Après, encore aujourd'hui, sur pourquoi est-ce que les femmes dans les émeutes de subsistance sont au centre et au cœur
la participation, souvent au devant, mène un peu l'émeute. On peut penser à la marche sur Versailles, par exemple. Voilà. C'est une question à laquelle moi je n'arrive pas encore à avoir de réponse dans le sens satisfaisante de la part des historiens et des historiennes. Alors on a eu l'explication qui est que ce sont elles qui vont en particulier pourvoir aux besoins de la famille le jour du marché, etc. J'avoue que cette explication me satisfait absolument pas, dans le sens où peut-être, mais voilà, pourquoi ce qui est plus probable, c'est elles sont mises en avant. Il est possible pour éviter une répression sanglante. Et moi, alors c'est possible. On voit beaucoup pour éviter en effet que les soldats tirent directement, mais en termes d'explication, pourquoi, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elles sont souvent vraiment mises en avant dans les mouvements populaires au XVIIIe siècle. Il y a une figure très célèbre en Inde qui s'appelle Vandana Shiva, qui elle, agronome, a pris la défense des paysans indiens face à l'agro-business indien, et qui met en avant, qui travaille, qui arrive à mettre en relation l'agriculture et l'alimentation. C'est-à-dire qu'elle ne se bat pas pour un modèle agricole qui serait différent. Non, elle se bat pour un modèle agricole qui va fournir une alimentation de qualité à des populations qui en ont besoin. Donc il y a ce lien-là que font pas souvent les hommes, qui sont d'abord des agronomes, voilà, ou des politiciens ou des économistes, mais qui vont rarement mettre la question de la production agricole en relation avec l'alimentation, tout simplement. On a vu, par exemple, il y a quelques années, en France, il y a eu, à un moment donné, un ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Il y a des organisations paysannes que je ne nommerai pas, mais que vous avez deviné, qui ont protesté contre le fait que l'alimentation n'avait rien à voir avec, et que ça devait être au ministère de la Santé. Voyez, ça en dit long quand même sur voilà, le masculinisme qu'il y a encore dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Alors c'est plutôt une remarque, j'avais jamais fait la corrélation entre l'augmentation de la taille des supermarchés et le fait qu'on envisageait peut-être de lutter contre des pénuries. En fait, c'est l'idée que donc en France, il faut savoir que quasiment 80% de ce que les Français consomment passe par la grande distribution. Donc par 4 grandes sociétés. D'accord, qui en plus parfois sont regroupés en centrales d'achat pour pouvoir peser sur les prix. Donc autrement dit, on a construit depuis 30 ans un rapport à l'alimentation qui n'est plus celui d'une suite avec l'agriculture, mais qui est une affaire économique. C'est-à-dire au fond que les aliments sont des marchandises qui sont qualifiées par prix et plus par la qualité nutritionnelle, par la symbolique, le goût, mais le prix. Vous voyez, et aujourd'hui, dans la bataille sur l'inflation, on voit bien que c'est toujours ça qui est ramené et qui fait que pour nourrir une ville, en introduisant donc au plus près des consommateurs les moyens de s'approvisionner en produits industriels, voilà, eh bien vous ôtez en quelque sorte toute la richesse symbolique et je dirais anthropologique vis-à-vis de l'alimentation. Je pensais par exemple à des étudiants que j'ai en ce moment là, et il y a quelques jours on parlait de compote de pommes, vous voyez, et en cours comme ça, et il y en a un qui me dit oui monsieur, la compote de pommes j'aime bien ça, je vais l'acheter chez Franprix. Non mais d'accord, mais est-ce que tu saurais faire une compote de pommes?
Bah, il n'y a pas besoin, puisque j'ai chez Franprix. Non, mais je voudrais savoir si, en cas de... Non, mais pour lui, il ne sait même pas ce que c'est. Je suis sûr que si j'avais creusé le mot, c'est-à-dire que pomme, pour lui, ça voulait rien dire du tout. Ça n'évoquait même pas un arbre avec un fruit, avec une opération culinaire, vous voyez. C'est ça qui est 21 ans. Et donc c'est plus un problème de marché alors que de se dire on est prêt à répondre à des pénuries en multipliant ces hypermarchés et ces supermarchés, finalement. Cette question, si vous voulez, ça va nous emmener loin, mais cette question, si vous voulez, elle renvoie, à mon avis, à l'idée que un être humain qui entre dans un supermarché, et d'abord il n'est plus un être humain, il est un consommateur. Moi j'ai quand même formé malheureusement des générations de gens qui ont fait des prépas écoles de commerce, vous voyez, et dont le but est simplement de leur apprendre à vider les poches des gens quand ils entrent dans les magasins. Non mais c'est clair, c'est même un de mes étudiants qui m'a dit ça. Moi j'ai appris à Subdeco Rouen, pour ne pas nommer, à vider les poches des gens quand ils entrent dans des supermarchés. Donc c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est eux. Et donc c'est très important cette histoire parce que je crois que on a mis en place une mécanique complètement infernale, voilà, qui consiste à penser que tous les problèmes de subsistance dépendent de M. Michel-Édouard Leclerc. Voilà, je lui ai dit une fois dans un débat, mais monsieur, je ne vous ai pas demandé d'être le titulaire de mon portefeuille et de mon pouvoir d'achat. Ce n'est pas à vous à régler le problème du pouvoir d'achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système-là ôte toute possibilité d'arbitrage d'un être humain qui doit se nourrir et qui, à un moment donné, parce qu'il n'a effectivement pas assez d'argent pour ceci, cela, et que cette personne puisse faire elle-même son arbitrage et dire, bah oui, par exemple, si je réalise que si j'ai un pouvoir d'achat qui baisse, bah, je peux par exemple acheter moins de viande et manger plus de végétaux. Par exemple, je fais l'arbitrage, plutôt que de dire, ah, mais que fait M. Leclerc? Je vais aller chez Intermarché. Ou je vais chercher ailleurs. Vous voyez, c'est très important ça, parce que c'est vraiment une entreprise, à mon avis, de décérébration de ce lien, de ce qu'est la charge anthropologique de l'alimentation, qui est quelque chose qui est non seulement qui vient de la terre. Alors, je ne dis pas que ça va s'arranger, parce que aujourd'hui, je le dis à mes étudiants, aujourd'hui, nous vivons quelque chose qui est peut-être encore plus grave, ou plus important que ce qui s'est passé au néolithique. C'est que nous sommes arrivés à un processus qui permet de faire de la nourriture sans agriculture. Puisque vous prenez les cellules souches d'une vache, sans la tuer, donc les défenseurs de la vache vivante seront très contents. Vous prenez les cellules souches d'une vache sans la tuer, vous mettez ces cellules souches dans des bioréacteurs et vous arrivez à fabriquer 175 millions de burgers sans tuer la vache. Voilà. Et ce que je vous dis de la vache, ce que je vous dis du burger, ça va être valable pour le foie gras, pour plein de choses. D'accord. Donc maintenant, il va falloir mettre en place un modèle économique, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça veut dire que dans quelques années, on va pouvoir nourrir des populations sans agriculture. Voilà. Et alors on peut dire, mais non, c'est pas ça, parce qu'au fond, nous sommes au monde précisément parce que nous mangeons le monde. De manière symbolique. C'est Lévi-Strauss qui dit la meilleure manière de dire à quelqu'un que je l'aime, c'est Lévi-Strauss qui dit ça, la meilleure manière de dire à quelqu'un que je l'aime, c'est encore de le manger. Symboliquement. Il suffit d'aller voir ce qui se passe le soir de la Saint-Valentin dans les restaurants. Les amoureux, ils se mangent et ils se donnent la béquille comme ça. Vous voyez, je te mange, je goûte, si c'est bon. Oui. On a fait un jour une caméra cachée dans un supermarché, dans un restaurant de Saint-Valentin, et il y avait deux amoureux qui se donnaient à manger, puis il y en a un qui dit non, je veux pas de ça, je veux pas de ça. En fait, le type, il voulait pas manger ce que la fille voulait lui faire goûter, vous voyez. Elle est partie. Oui.
Parce qu'elle s'est dit, s'il ne mange pas maintenant, il ne mangera pas après. Non, mais c'est important, ça, cette question anthropologique de l'alimentation. Vous voyez, comment on a complètement perverti ce lien-là par ce système. C'est pour ça que je crois que la disparition des petits Arabes du coin, des Chinois, des je sais pas quoi, enfin tout ce tissu qui a un peu disparu devant des chaînes qui se sont fait concurrence, ben, ça va dans le sens d'un appauvrissement, il me semble. Oui, merci pour cette conférence vraiment très, très claire, très intéressante. Alors, j'ai entendu beaucoup sur le blé. Vous avez parlé beaucoup du blé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de nouveau, on entend parler du blé, de la cherté et la difficulté qu'ont les boulangers, notamment, pour s'approvisionner à des prix pouvant contenter leur clientèle. Et malgré quand même des augmentations récurrentes depuis le mois de septembre, où on voit régulièrement 10 centimes, plus 10 centimes. Enfin bon, c'est vrai que le prix du pain commence à être cher. Mais néanmoins, ça attire. Enfin, on est attiré par justement cette corporation et cet intérêt. On a un intérêt nouveau pour tout le commerce de proximité, les circuits courts. Et c'est vrai que vous venez de parler assez longuement des grandes surfaces qui ont malgré tout quelques difficultés nouvelles. Hein. On voit que déjà pour aller s'approvisionner dans les grandes surfaces, dans les grandes villes, aux alentours des grandes villes, il faut déjà prendre sa voiture. L'essence coûte très cher, donc on privilégie maintenant un petit peu le commerce de proximité. Alors, on est vraiment à un carrefour aujourd'hui de grande diversité. Vous avez beaucoup de produits des produits bio, des petites boutiques qui vendent des produits directement du producteur. Vous en avez à Paris, vous en avez de nombreux comme ça, hein, de nombreux magasins. Et donc ça note quand même un nouvel intérêt. Vous avez énormément de cours de cuisine, hein, et pour autant, c'est vrai que c'est difficile déjà parce que les denrées sont chères, mais il y a quand même un regard différent sur les légumes. Alors la viande, bon, c'est justement, j'entendais aujourd'hui, les producteurs de viande sont très inquiets puisque ça diminue, hein, d'année en année, et pour autant, notre alimentation serait-elle véritablement en train de changer ? Oui, elle change, mais comme elle a toujours changé, chaque génération invente son alimentation avec les moyens du bord. Hein. Et ce que vous évoquez à propos des circuits courts et d'un regard un peu différent sur l'alimentation de qualité locale, ça c'est le fait d'une population éduquée ou gourmande. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des pauvres qui cherchent à bien manger. J'ai des gourmandes, donc des gens qui sont sensibles à la qualité de ça, et puis des riches qui mangent comme des cochons. Hein. Ça, c'est pas forcément lié. Hein. Je pourrais vous donner des quantités d'exemples là-dessus, mais vous avez raison, il y a une prise de conscience. La question, c'est est-ce que ça va faire tache d'huile ? Voilà. Et ça, je ne crois pas, parce que la puissance de l'industrie agroalimentaire par la publicité, elle est telle que, au fond, et puis cette insistance à parler des pouvoirs d'achat, de tout ça, elle est telle que quand même une grande majorité va se laisser aller tout simplement à la facilité. Mais vous avez raison, je crois que il y a un niveau d'exigence qui pousse au moins un certain type de population à réaliser qu'elle peut donner un peu de supplément de son supplément de pouvoir d'achat à une alimentation de qualité pour nourrir des filières et puis peut-être sauvegarder des blés. Justement, vous avez parlé de ça. C'était effectivement très intéressant de voir que dans ce pays où 80% des baguettes dépendent de quatre meuniers. Parce qu'en fait, on parle d'artisans boulangers, mais il n'y a pas des artisans. Hein. La quasi-totalité des croissants que vous mangez à Paris sont surgelés. Hein, viennent des industriels.
98%, j'ai fait la calcul sur Paris, des galettes des rois viennent de l'industrie. D'accord. Après, l'industrie, elle ne fait pas non plus des galettes avec autre chose que du blé et tout ça, hein, c'est clair, mais c'est quand même ça. Donc il y a une industrialisation considérable de la boulangerie parce que au fond, ceux qui approvisionnaient les boulangers, hein, c'était les meuniers. Et quand il s'est passé cette désaffection des populations urbaines pour le pain blanc, hein, et qui ont réinventé depuis les villes le pain de campagne, c'est-à-dire qui ressemblait à la miche de la grand-mère qu'on avait laissée dans les années 30 ou 50, eh bien, effectivement, il y a eu la prise de conscience que ce pain-là, il n'allait pas faire long feu. Il y a eu quand même un universitaire, un historien, Stephen Kaplan, américain, qui a tiré la sonnette d'alarme pour dire que la boulangerie française menait... Et puis, on regardait l'hypocrisie du combat qui a été mené jusqu'à la patrimonialisation de la baguette par l'UNESCO. Il faut quand même savoir que, initialement, les boulangers artisans, les quelques boulangers artisans avaient demandé que soit patrimonialisée la baguette de tradition. Voilà, on a enlevé le mot tradition et maintenant, celle que vous achetez dans votre supérette préférée à 39 centimes dans certains cas, hein, elle fait partie du train patrimonial. Donc, vous voyez, c'est quand même assez douteux tout ça. Mais c'est vrai qu'il y aura... Je suis d'accord avec vous qu'il y aura toujours des gourmands qui se démerderont pour trouver de la très bonne chose à n'importe quel prix, parce que c'est l'humain. Parce que c'est aussi, nous sommes en France dans une alimentation qui est quand même qui est passée parfois par la main des artistes. Hein, la gastronomie française, c'est quand même du théâtre qui vient des artistes du XVIIIe siècle, hein, et passé par les restaurants au XIXe. On a encore une question ? Oui, j'ai une question sur le côté fin, révolution et commerce international de la nourriture, enfin, ou transport en tout cas de la nourriture. C'est la question de est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire où des révolutions ou des émeutes ou des débuts de révoltes qui étaient accélérées ou provoquées, je sais pas, par des famines, des disettes, ont pu être arrêtés ou atténués par une puissance étrangère ou régionalement étrangère, je sais pas, ça dépend de la portée selon l'époque, j'imagine. Ça peut être atténué par un approvisionnement extérieur, voilà, de denrées. Et puis, enfin, pour l'époque contemporaine, moi je pense au printemps arabe par exemple, où ça s'est produit dans des régions où c'est des populations qui dépendent beaucoup du commerce international pour se nourrir. Et donc c'est arrivé dans des années où justement cet apport-là de l'étranger manquait. Donc voilà, est-ce qu'il y a un lien aussi qui se fait plus tôt dans l'histoire sur ce thème-là ? Alors tout à fait. Si on pas besoin forcément d'aller remonter à la Révolution, on peut aussi remonter encore plus loin. On peut penser au blé de la Baltique, donc qui sont produits en Pologne, en Allemagne, etc., et qui étaient très souvent importés lorsqu'il y avait des disettes en France. L'un des problèmes, par exemple, de 1709, donc grande famine, mauvais hiver en France, un peu sur toute l'Europe, mais évidemment, tous les espaces ne sont pas touchés de la même manière par rapport à la récolte. Et le gouvernement français essaye d'importer des grains depuis donc Danzig pour faire face au manque de grains sur les marchés, puisque évidemment, même si c'est anecdotique, l'avantage de faire arriver un navire chargé de grains a deux effets. Un, son arrivée est annoncée dans la presse, dans les nouvelles. On fait circuler la rumeur. Donc, on joue de cette manière sur l'arrivée prochaine d'un navire qui va faire baisser les prix. Donc, potentiellement, ça ralentit la hausse des prix. Ensuite, le deuxième aspect, il est psychologique. Il rassure. On a une cargaison d'un navire qui arrive et donc, ça va rassurer les populations urbaines. Malheureusement, par exemple en 1709, l'un des problèmes, c'est que cet approvisionnement en blé de la Baltique, donc ce qu'ils appelaient les blés de Pologne, etc., il est perturbé pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a la peste à Danzig.
Et donc les ports et les navires sont en quarantaine. Donc on a ce problème d'approvisionnement qui en fait ralentit l'approvisionnement des ports, de la façade littorale maritime. En 1789, on a importé énormément de blé depuis l'Angleterre. Donc ce sont les Anglais qui ont importé du blé en France. Alors, est-ce que le blé est anglais? On ne sait pas, mais en tout cas, ce sont depuis des navires qui venaient d'Angleterre qui importaient du blé. Donc ça, on les voit. Après, les quantités, puisqu'on a le détail des quantités sur le commerce international pour le XVIIIe siècle, les quantités restent faibles, dans le sens où c'est pas quelque chose qui va changer fondamentalement la donne. Mais ces navires ont un rôle très important, plus psychologique, et aussi sur l'effet prix sur les marchés. On a après d'autres exemples assez intéressants. Pendant la Révolution, des navires qui font escale dans des ports de la Manche, en fait, on réquisitionne le navire. Mais ces navires sont destinés à Paris. Ce qu'il faut, dans la question de l'approvisionnement alimentaire via l'international, Paris, évidemment, c'est ce grand marché gigantesque avec Londres. Il faut approvisionner Paris. Et l'approvisionnement de Paris, depuis le Moyen-Âge, c'est une problématique centrale. Mais il n'y a pas que Paris. Il y a Rouen, deuxième ville du royaume jusqu'au début du XVIIIe siècle. Il y a Lyon. Et en fait, on a plusieurs villes qui se font concurrence et qui ont leurs aires d'approvisionnement qui parfois se chevauchent. Et c'est surtout le cas entre Rouen et Paris, qui sont très proches. Rouen et Paris dépendent toutes deux des plaines de l'Eure, des plaines de la Beauce, du Vexin français, etc. Donc on a vraiment ce conflit. Et là, on a un navire, alors c'est une anecdote évidemment, un navire qui arrive de Pologne, qui fait escale, premier temps, à Fécamp. Non, pardon, c'est à Dieppe. Dieppe ou Fécamp. Il fait escale à Dieppe ou Fécamp, et là, on apprend qu'il est chargé de grains pour Paris. Que font les habitants de Dieppe? Ils s'emparent du navire. Et ils empêchent le navire de repartir, tout simplement, en disant que non, eux aussi, ils manquent de grains, et que le grain, il est pour eux. Donc c'est pour ça que quand je disais la question des subsistances crée aussi des conflits entre des villes, entre des communautés, entre des groupes. Cet exemple-là l'illustre à merveille. Là, à Paris aussi, il manque de grains. Mais on arrête le navire et on impose la force. Ce qui, évidemment, met en rogne les autorités parisiennes qui envoient une correspondance assez houleuse vis-à-vis de leurs confrères normands, on va dire. Mais après, sur le commerce international, les approvisionnements jouent un rôle. Mais en fait, on pense commerce international, il faut penser aussi à tout ce commerce régional et interrégional en France. Il y a Thomas Leroux qui a étudié ça à travers les archives du Maximum. Et en fait, donc, lorsqu'on établit le Maximum, on établit le prix de toutes les denrées en France, district par district. Chaque district met un prix en fonction de ce qu'il produit et ce qu'il achète, et il indique d'où il s'approvisionne. Par exemple, alors je vais prendre un exemple qui n'est pas forcément bon, mais pour acheter des pruneaux, évidemment, on va s'approvisionner à Agen. Et donc, on a comme ça la liste des marchandises et on a les aires d'approvisionnement des villes et des différents districts. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'une ville comme Rouen ou comme Paris, ou même des villes plus secondaires comme Le Mans, ou Toulouse, ont des aires d'approvisionnement qui dépassent largement l'espace de la province, l'espace régional. Donc on a déjà ce commerce qui circule énormément le long des fleuves, mais aussi des axes routiers. Et après, évidemment, tout cela, lorsqu'il y a des crises dans certains espaces, peuvent être compensés par des grains qui arrivent. Et après, ce qui va vraiment changer la donne, c'est le transport. Ce qui va aussi, puisqu'on a des espaces qui ne produisent pas de blé, par exemple, en Normandie, on transforme les terres à blé pour faire élever des bœufs pour nourrir Paris. Donc les espaces qui ne produisent plus de blé, il faut bien les approvisionner. Donc ce sont d'autres espaces qui prennent le relais. Et évidemment, après tout ça, ça va être l'arrivée du chemin de fer qui, là, va permettre cette circulation des marchandises agricoles avec, évidemment, on peut penser aux bœufs du centre de la France qui vont aussi servir à l'approvisionnement de Paris. Donc il y a le commerce international, mais il y a aussi tout ce commerce régional qui va aussi après participer aux appellations d'origine aujourd'hui qu'on connaît, puisque chaque ville, pour différencier et un peu la renommée du produit, va appeler, alors même souvent ce sont les villes qui s'emparent de cette dénomination, pruneaux d'Agen, mais ils ne sont pas produits à Agen. Il y a plein de produits comme ça qu'on va identifier à des espaces de production rattachés à la ville, puisque la ville, c'est le lieu où on certifie la provenance, puisqu'il a été vendu sur le marché.
Donc voilà, on peut retracer un peu toute cette histoire du commerce alimentaire, des blés. Et il y a un autre enjeu, si on a encore 2 minutes, qui est très intéressant et qui est à l'origine de cette aussi de gastronomie, c'est l'approvisionnement des Antilles et des colonies. Espace majeur, puisque les colonies au XVIIIe siècle sont là pour produire du sucre, et il faut approvisionner alimentairement les colonies de Guadeloupe, de Saint-Domingue, etc. Il faut les approvisionner en blé, il faut les approvisionner en riz, il faut les approvisionner en viande, puisque toutes les terres cultivées dans ces espaces-là sont pour la production de la canne à sucre ou du café ou du chocolat. Et ensuite du coton. Et donc là se met en place un vrai système. On importe du poisson du Canada, du riz de Californie, ou bien du blé depuis la France. On a vraiment un système qui se met en place, un système atlantique d'approvisionnement des colonies, qui va en fait donner aussi naissance à cette gastronomie créole. Et qui, pourquoi est-ce qu'on mange de la morue avec du riz, alors qu'il n'y a pas de rizière, évidemment, à Saint-Domingue, en Guadeloupe, etc. C'est lié à l'approvisionnement. Et par exemple, autre espace, autre denrée, on va quitter le blé, on va passer au riz. Au XVIIIe siècle, le riz arrive en quantité encore restreinte en Europe. Riz qui est produit principalement aux États-Unis. Et pourquoi est-ce qu'on importe du riz ? À l'origine, on le voit, le riz est utilisé lors des crises de subsistance. On manque de blé, et là on voit des intendants qui vont commencer à distribuer du riz aux pauvres. Certains disent qu'un intendant à Caen a inventé la recette de la torgoule en mettant du lait, du riz et un peu de cannelle. Bon, ça devait surtout être du lait et du riz, mais en 1757. Pourquoi est-ce qu'on a du riz comme ça dans des stocks en Normandie, dans les villes portuaires ? Eh bien tout simplement parce que le riz est une denrée nécessaire et indispensable à la traite des esclaves. Puisque en Afrique de l'Ouest, on produit du riz depuis le 11e, 12e siècle, donc c'est une espèce de riz qui est différente du riz asiatique, et les armateurs ont découvert que lorsque on donnait du riz à manger aux esclaves, ça limitait les pertes et les décès à bord du navire. Et donc on a un riz qui arrive, qui est importé depuis les colonies américaines, donc de Louisiane, etc., où on produit du riz avec une main-d'œuvre servile, qui est ensuite importé en Europe, où il est mis à bord des navires qui vont pratiquer la traite des esclaves pour ensuite servir aussi à l'approvisionnement des îles. Donc on a vraiment un système d'échange de part et d'autre de l'Atlantique qui se met en place et qui donne lieu à des curiosités comme cette histoire un peu de la torgoule. Alors, avec une véracité, en tout cas on a une recette pour le XVIIIe siècle, mais voilà, avec vraiment ce système pour faire face au manque et à la pénurie. On a un très bel exemple aussi en France justement de ces changements qui sont liés à des crises. C'est par exemple la naissance justement de l'industrie de la viande dans le Morvan, charolais exactement. Le bœuf charolais blanc là que l'on déguste encore dans quelques boucheries avant qu'elles ne ferment, c'est quelque chose qui a 120 ans. L'arrivée des grains américains vers 1880 a complètement fichu en l'air le marché des céréales en France et a fait que, pour prendre la région de Morvan, autour d'Autun et nord de la Bourgogne, s'est converti à l'élevage. Et avec la sélection, a donné naissance à ces bœufs qui sont devenus donc les parangons de cette filière bovine. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait très bien imaginer bousculé par des nouvelles crises qui ont lieu actuellement. Par exemple, on va dire non plus la crise des subsistances, mais la crise environnementale, qui fait que on a trop de bovins en France, ou on mange trop de viande parce qu'on a un régime qui a dérapé depuis 30 ans et qui permettrait des reconversions en céréales, comme ça s'est passé il y a 150 ans. Il faut être très ouvert à l'idée que avant, c'était pas figé, et puis maintenant, tout change. Tout a toujours changé, tout le temps. C'est les historiens... Grâce à eux, on le sait. Alors, à nouveau, merci à nos deux intervenants. Et à bientôt pour une prochaine séance des mercredis de la Révolution.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.